Salut, c'est Arnaud, artiste 3D freelance, et je vais vous montrer comment j'ai fait cet effet. Et vous allez voir que c'est plutôt simple à faire. Alors, on va commencer soit par dessiner n'importe quel objet en spirale, soit par télécharger une image de référence. Je vais choisir celle-là. Pour ouvrir cette image de référence, on maintient le clic sur le tube et on le relâche sur Plane. On va dans Object et on fait Axe -Z pour la mettre verticale. Maintenant, on a besoin de créer une texture, donc on va ici dans Create, Material, Standard. Si vous n'avez pas ce petit panneau, vous allez dans Window et Material Manager, ça fera apparaître. Et cette texture, on la drag and drop sur le plane, on double-clique dessus, et là, dans Texture, on fait Load Image et on fait ouvrir notre image de référence. Voilà, on va se mettre en Front View, je me mets en Display Gouraud et ça me permet de voir le cœur. Je désélectionne l'objet, je vais dans le Pen Tool et là, non pas en Bézier mais peut-être plus en cubique, je vais tracer le cœur. Pour regarder l'allure de notre courbe, on peut désélectionner le plane et une bonne manière de la rendre beaucoup plus lisse, ça peut être de la passer de cubic à B-spline. On peut se remettre en perspective et reprendre l'outil de déplacement ici. Maintenant, il faut qu'on dispatche plein d'objets tout le long de cette courbe. On fait ça avec un cloneur, ici, en appuyant là. Dans ce cloneur, on peut mettre par exemple un cube en appuyant sur Shift et Tube ici. Donc là, les tubes sont trop gros. Ce tube, on va dans Objet et au lieu de 200 cm, on peut mettre 10. Maintenant, le cloneur, on ne le laisse pas en mode grid parce qu'on ne veut pas que ce soit une grille. On veut que ce soit en mode Object et que l'objet en question, ce soit la spline qu'on met ici. Et là, dans les paramètres, on va mettre Even pour que ça se répartisse régulièrement. Et le compte, on l'augmente pour qu'il y en ait un petit peu partout, tout le long. Comme ça, une centaine. Si on veut avoir accès à chaque cube individuellement, il va falloir rendre ce cloneur éditable, mais on va pas le faire tout de suite. Avant ça, on va prendre le cube et on va faire Shift-click avec nul ici, ce qui permet de mettre un nul en dessous de chaque cube. Vous verrez, ça servira plus tard. Mais là, il faut toujours pas qu'on rende éditable. Si on rend éditable tout de suite, je vous montre, les nuls disparaissent d'en dessous des cubes. Ah! CTRL Z, il y a une petite parade, c'est que encore en dessous du nul, on va mettre un objet en maintenant Shift. Là, on maintient le clic ici, on va prendre un objet qui ne porte pas le même nom si possible que le cube, par exemple une capsule. Et là, on a des capsules partout. C'est à ce moment-là qu'on peut rendre éditable, soit avec ce bouton, soit avec C. Maintenant, on voit que les nuls sont restés. Nous, nos capsules, on pourrait les supprimer, mais elles vont encore nous servir à un petit quelque chose. On va sélectionner les cubes ici dans l'outil de recherche, en tapant cube. Et donc là, on a accès à tous nos tubes, on les sélectionne et on va les rendre éditables, parce que ça, on va en avoir besoin tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on a gardé les capsules, c'est que si là, on les avait rendus éditables, ces tubes, en supprimant les capsules, encore une fois, c'était une occasion de perdre les nuls, je sais pas pourquoi. Ça y est, les capsules nous ont bien servi, on peut taper Cap pour aller choisir toutes les capsules, et on peut les virer. On peut passer à l'animation. Enfin, après, une dernière chose, c'est que là, vous voyez, les tubes, en fait, dans mon effet, il faut qu'ils tournent autour de l'axe central de la scène, et là, ils ne peuvent pas, puisqu'ils ont tous un axe différent. Si on les fait tourner, ils tournent juste sur eux-mêmes. Il faut que chaque tube ait son axe ici au milieu de la scène. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend chaque tube. C'est pour ça qu'on les a rendus éditables. On va pouvoir déplacer avec cet outil ici en le clochant leur axe. Vous voyez, là les axes se déplacent. CTRL Z. Je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais clocher Pair Object Transform et là je vais double-cliquer quelque part. Et vous voyez, là c'est l'axe maintenant unique de tous les cubes. Donc cet axe en double-cliquant, il s'est pas bien aligné, donc c'est pas grave, on va le réaligner nous-mêmes. Je me mets en front view d'abord, je le mets bien au centre. Ensuite je me mets en vue latérale. Pareil, je le déplace un petit peu pour le mettre au centre. Et maintenant, je lui donne la bonne rotation. Alors je garde ça activé, attention, hein, pour déplacer l'axe sans déplacer les tubes eux-mêmes en fait. Et vous voyez là, les petites lignes bleues, vertes et rouges, et ben on va les réaligner exactement comme sur notre scène ici, avec le vert en haut et le bleu vers le fond. Et voilà, l'axe des tubes est en ordre, on peut déclencher ça, ici, et sauvegarder. Et donc là, maintenant, on n'a plus qu'à animer un seul tube pour qu'il fasse une rotation au rythme qu'on va choisir. Le tube qu'on prend, c'est le tout premier, là, le 0. Vous voyez, celui qui est là. On peut le sortir du cloneur, d'ailleurs, et on peut l'appeler chef, car ce sera le chef de file. Ce chef, dans la timeline, on vérifie bien qu'on est à la frame 0, et sa rotation, ici, H, on peut la cocher pour mettre une image clé. On va se mettre plus de frames ici dans la timeline pour avoir une animation plus longue, par exemple 200. Et on va se rendre à la frame à peu près, voilà, disons 16. Et là, la rotation de H, on va lui rajouter 360 degrés, donc en rajoutant à la fin ici, plus 360. Et on appuie. Et donc là, vous voyez que quand on joue, il fait une petite rotation qui est peut-être un poil rapide. On peut aller jusqu'à 25 peut-être en glissant cette petit frame ici, après l'avoir sélectionné. Et si on veut la désélectionner, on fait Shift-clic sur la timeline. Ouais, c'est un bon rythme. Et maintenant, tous les autres tubes vont suivre le premier de manière complètement automatique. On ne rajoute plus d'image clé. Pour que ça se fasse automatiquement, on va dans Chef, on fait clic droit et on va mettre un tag dans Programming qui s'appelle Xpresso. Et ça nous ouvre cette fenêtre. Le principe d'Xpresso, c'est très simple, c'est qu'on peut drag and drop nos objets dedans. Par exemple, là, on met le chef et le tube 1. Et ce qu'on constate, c'est que chaque objet a ses entrées du côté gauche en bleu et ses sorties. Si par exemple, dans ses sorties, on choisit un port de Coordinates Global Rotation et qu'on prend Global Rotation H, c'est bien celle qu'on
a animé, je vérifie, oui c'est ça, la H. Et ben ça c'est sa sortie, ça veut dire que si ça on le plug ici dans le bleu du tube 1 et qu'on va dans ses coordinates, pareil, rotation globale H, et ben en fait ça veut dire qu'il donne cette rotation au tube 1. Tout ce qui est à droite c'est ce qui est donné, tout ce qui est à gauche d'un objet, dans le bleu, c'est ce qui est reçu. On a l'objet 2 qui fait la même rotation que le chef. Super, seulement nous, on veut rajouter un petit délai entre les deux, et ça se fait avec un node qui s'appelle memory. Ce memory node, son principal paramètre, c'est l'history level. En gros, c'est le nombre de frames de retard qu'il va y avoir entre les deux ici. Là, on veut par exemple qu'il y ait 10 frames de retard. On peut pas parce que là, l'history depth est de 1. Il faut que là, il y en ait plus de 10, donc on va se mettre une marge, par exemple 200, voilà. Et là, on peut se mettre 10. Et attention, il faut toujours bien choisir le data type. En gros, c'est pour que notre memory node sache quel genre d'information il va devoir mémoriser. Et s'il va devoir mémoriser un vecteur, un chiffre, un entier, si on n'est pas sûr, eh ben, ce qu'on fait, c'est que son input, vous voyez qu'on met ici un input, on fait clic droit dessus, port information, et là on voit real. Ça veut dire que c'est bien un real et que là on peut rester ici en real. Et en output, on le met là où on l'avait mis tout à l'heure. Donc on a bien la rotation qui est donnée avec un délai. Vous voyez ? Ça se fait juste avec un petit décalage. Maintenant, il faut aussi qu'on mette un retard entre le deuxième et le troisième et le quatrième, etc., etc. Et est-ce que pour ça, on va juste dupliquer ce qu'on vient de faire dans Xpresso ? Non. Dans Xpresso, on a une technique qui nous permet d'automatiser, et je la tiens d'ailleurs d'une chaîne qui s'appelle QuickVFX. Merci à eux. Et cette technique est la suivante. Il faut qu'on se mette un node qui s'appelle hiérarchie et un autre qui s'appelle Object Index. Donc ces deux nodes vont fonctionner ensemble. Dans la hiérarchie, on va sélectionner la hiérarchie du cloneur ici, qui contient tous les objets à qui on veut faire la même chose. Donc là, c'est le moment où on va vraiment comprendre l'utilité de ces deux panneaux. Ce panneau hiérarchie permet de dire au panneau index, tu vas dans cette liste d'objets-là, et tu prends d'abord le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, jusqu'au bout. Et ça se fait à chaque frame. Donc à chaque frame, l'index va aller dans la hiérarchie et les prendre tous un par un. Pour faire quoi ? Bah ça dépend de ce qu'on fait derrière. Si on prend par exemple instance, et que là on va dans objet, on a dit que tout ce qui était à gauche d'un objet, c'était ce qu'il recevait. Et donc là, il reçoit un objet. Donc là, le tube 1 n'est plus vraiment lui-même, en fait, il reçoit des objets. Et quel objet il reçoit ? Eh ben, à tour de rôle, le premier dans la hiérarchie, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième. Ça veut dire donc qu'à chaque frame, chaque objet, à tour de rôle, reçoit la rotation H avec un retard, comme on a dit, de 10. Et ça se vérifie, vous voyez ? On a d'abord le premier qui a tourné, et si vous voulez que ce soit plus visible, on peut augmenter la mémoire en la mettant par exemple à 40, mais on a le premier objet qui a tourné, et ensuite tous les autres. Nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'il y ait le 1 puis tous les autres, c'est qu'on veut qu'il y ait le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5. Le problème, c'est qu'effectivement, là, ils ont tous le même retard de 40. Et ben, ce qui est génial avec l'index, c'est que de la même manière qu'il fait que celui-là est un objet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, il peut faire que cette memory est un niveau, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et ça, on le fait en branchant l'index à l'history level. Et du coup, ça veut dire que l'index, en gros, c'est la position de l'objet dans la hiérarchie. Donc, cet objet a une position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben, ça veut dire que l'objet 1 aura un retard d'index 0, donc un retard de 0. L'objet d'après aura un retard d'un index de plus 1, etc. Donc ça veut dire qu'ils auront tous un décalage les uns par rapport aux autres. Et donc là, si on joue, vous voyez, ils ont tous un retard les uns par rapport aux autres. Et on a l'effet escompté. Juste là, l'index du premier objet, c'est un index 0. Et donc ça veut dire que le tout premier objet n'a pas de retard par rapport au chef. On peut remédier à ça en mettant un objet add, mat add. Ce mat add, c'est une addition, donc on lui met un input de 1 ici. Et donc ça veut dire que si on branche l'index au premier et que là le deuxième on a dit qu'on mettait 1, il y aura déjà un retard dès le premier. Alors je trouve que la rotation se fait quand même un petit peu lentement. Comment est-ce qu'on peut accélérer ça ? Eh bien on peut accélérer ça en multipliant l'history level par 0, quelque chose. On multiplie de la même manière qu'on additionnait en fait. On prend un add, sauf que là au lieu de le laisser en add, on le met en multiply. Et là on le multiply par 0.7 par exemple. Et donc voilà, l'output de l'addition, on le met dans l'input du multiply et l'output du multiply dans l'history level. Ça devrait aller un peu plus vite. Peut-être même trop, mais moi ça me va. Il y a une autre chose qu'on peut faire pour styliser un petit peu, c'est que la rotation du tube initial, elle était un petit peu molle, on peut la rendre un peu plus dynamique. On le fait en sélectionnant le chef, en allant dans Window, F-Curve, ici, et vous voyez cette courbe qui décrit sa vitesse de rotation. Si on veut que ce soit plus raide, on peut prendre cette première image clé là, avec CTRL, on peut la tirer un peu vers la droite, et là normalement déjà ce sera un peu plus raide. Et le multiply, je vais mettre même 0.5. Parfait, c'est exactement ce que je veux. Bon, depuis tout à l'heure, on a gardé la spline, mais on n'en a plus besoin. On va pouvoir se recréer une nouvelle courbe animée. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on avait mis des nuls dans les cubes. C'est grâce aux nuls qu'on va reconstruire cette courbe animée. Comment on fait ? On va du coup, dans l'outil de recherche qu'on a utilisé tout à l'heure, on tape nul. Comme ça, on se sélectionne tous les nuls.
on va dans MoGraph et Tracer. Donc là, on sort de l'outil de recherche. Donc vous voyez, le fait qu'on ait créé le tracer en ayant tous les nuls de sélectionnés, ça a permis déjà d'avoir tous les nuls qui sont dans le trace link. Et maintenant, si on met non plus trace pass, mais connect all object, et ben on voit qu'on a une courbe qui vient d'être créée à partir des nuls. Donc là d'ailleurs, le cloneur, maintenant, on peut le cacher ici en double-cliquant et on a directement accès à notre tracer. Comme les courbes qu'on a faites tout à l'heure, on peut aller dans object et choisir un mode, quoi pas B-spline, et on va mettre des points intermédiaires, uniforme 28. Ce qui permet qu'elle soit très lisse. Le chef aussi, il mérite d'être caché, voilà. Et maintenant, si on joue, on a cette spline qui tourne. Il y a un truc un peu moche par contre. Il serait pas mal qu'on arrive à fluidifier tout ça, donc potentiellement en retirant des cubes, ça peut être possible comme ça. Peut-être que si on en supprime un sur deux, ça pourrait fluidifier. Bon, avant de faire ce genre de choses, on peut se faire un backup. Et c'est beaucoup plus fluide. Ok, donc ça me va pas mal. On peut même rendre ça un peu plus sec. Voilà. Pour que ça ressemble un peu plus à la vidéo initiale, il faut qu'on mette aussi un espèce de rebond. Et pour faire ça, il faut télécharger une petite add-on qui s'appelle Vonksuit Gélatine et on la met en dessous du tracer avec Shift. Je vous mets le lien en description, vous voyez c'est gratuit normalement. En Handles, je vais mettre Point Selection. Elasticity, on va en mettre un peu plus, peut-être dans les 60. Un peu d'absorption et on va regarder ce que ça donne déjà. Pour mieux se rendre compte, on peut enlever le cloneur, enfin le cacher. On peut d'ailleurs aussi cacher gélatine ici. Comme ça, on voit vraiment que notre courbe. Bon, ça se déforme beaucoup quand même. Et je pense globalement que l'élasticité est encore trop haute. Et voilà. Si vous voulez, pour faire de l'ordre, on peut tout sélectionner et faire Alt-G. Comme ça, on met tout dans un nul, qu'on peut appeler Setup. Et on va se créer ici une capsule pour faire vraiment la fin de mon effet, comme vous l'avez vu sur Behance. Ici, on peut se mettre en Display Guru Lines pour voir les lignes et la paramétrer un peu pour qu'elle soit très longue, avec beaucoup de subdivisions dans le sens de la hauteur. Voilà, on va mettre comme ça pour l'instant. On va voir si on a assez en appliquant un spline wrap ici avec Shift. Et cet enroulage, cet enroulement, je sais pas, on va le faire sur le tracer. Faut choisir le bon axe, attention. Là, l'axe Y+. Et on voit que notre capsule est à peu près bien, mais on peut lui rajouter encore d'autres segments, peut-être 250. Son radius est un peu grand, voilà, comme ça. On peut se remettre en gouraud normal. Ok, bah on n'a plus qu'à animer ce spline wrap justement. Donc ici, on enlève dans le spline wrap le mode fit, on se met en mode keep length. Et là, on va dans la capsule. Et du coup, on peut jouer sur sa taille pour la faire avancer. Donc on peut partir par exemple de 0, mettre une image clé, aller plus loin quand ça aura tourné jusqu'au bout, ici, et là se mettre à 2000 par exemple. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, excusez-moi, quand on se met à 0 en taille, ça met le radius à 0 et après on la voit plus. Donc là il faudrait pas se mettre à 0 au tout début. Comme ça on peut redonner un peu du radius, voilà. Et là on voit que ça se déploie pas assez, il faut qu'on aille jusqu'à 2453. Et globalement, si on fait disparaître le tracer, on voit la courbe apparaître en même temps que ça tourne. Et là, j'ai moins peaufiné, mais c'est l'effet que vous avez vu sur Behance. Juste, peut-être que la gélatine est trop forte. Peut-être simplement que ici, c'est le mat add ou le mat multiply qui devrait être un petit peu changé. Peut-être que là, on devrait multiplier par 2 pour ralentir. Là, ça devient pas mal. Je trouve que la courbe arrive bien au bout au bon moment, et pour encore plus de ressemblance avec mon projet de base, on peut écraser la capsule dans le sens de la profondeur, ce que j'avais fait. Là par exemple, on peut se mettre en 60 fps et ralentir l'ensemble. Et voilà, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à regarder mes contenus sur Gumroad, qui sont payants mais qui sont beaucoup plus approfondis. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, donc profitez-en, et puis à bientôt, bonne 3D.